puis-je quand même raconter cette petite histoire? On s'est connus en 1981. Hein, quand j'étais nommé à la Sorbonne, j'étais professeur. Il n'était pas professeur. Je n'ai jamais été. Et il était attaché à ma chaire, d'ailleurs. Et puis il est parti très vite, au bout de 2 ans, je crois. Mais pas de ta faute. Non, pas de ma faute, Dieu merci. Et il est parti à Montréal et depuis, on s'est vu régulièrement. Et il ose dire, d'ailleurs, je ne le fais pas, je n'ose pas le dire, il ose se présenter comme sociologue. Il va nous expliquer tout ça. Parce que moi, quand j'entends le mot sociologue, je suis à la retraite, hein, donc tranquille. J'ai plutôt tendance à penser sociopathe. Tu vois, donc, la classe des sociologues sont devenus des gens peu fréquentables à plus d'un titre. Mais il est donc parti à Montréal et nous nous sommes vus de temps en temps, régulièrement, jusqu'à ce qu'on ait fait, on ait fait en commun un livre qui s'appelle La postmodernité à l'heure numérique, qui était un débat qu'on avait eu il y a, je sais pas, 2 ans. Tu vois. Quand on a fait cet enregistrement, je trouvais que le résultat était assez minable. Et puis j'ai tout, en tout cas ma partie, j'ai corrigé toute cette partie et je trouve que c'est un beau livre. Dans le fond, Hervé Fischer reste j'ose pas dire un vieux, non, un jeune progressiste, plein d'idéal, de vie, etc. Tandis que moi je ne suis pas du tout progressiste, c'est clair. Je suis plutôt même réactionnaire. Mais dans le fond, ce livre traduit ce que j'appelle, dans cet oxymore qui me plaît beaucoup, un accord divergent. C'est-à-dire, il y a à bien des égards quelque chose qui fait que nos chemins de pensée se retrouvent. Alors, pour cette causerie de ce soir, je vais amorcer la pompe, si vous le permettez, mais amorcer une causerie, juste pour dire quelques petites sottises. Et puis après, je laisserai la parole à Hervé Fischer, qui va nous parler de ce titre mystérieux, Alchimie sociologique postmoderne. Quesaco, comme on dit chez moi. Je pense que pour les chers collègues sociologues, ça doit faire frémir d'avoir cette conjonction entre la sociologie et l'alchimie, mais tu vas te dépatouiller avec ça. Et ensuite, Patrick, je donnerai la parole à Patrick. Chacun d'entre nous va parler 10 minutes. Et ensuite, si vous le désirez, nous continuerons ensemble. On s'arrêtera assez tôt, et ensuite on ira boire un petit coup. Puisque, après tout, si on est chez Pernod Ricard, il faut que ça serve à quelque chose. Sinon, à quoi bon venir ici? Mais il y a pas mal de bonnes choses. Il y a pas mal de bonnes choses, en tout cas, à voir. Et là, vous pourrez continuer à discuter avec Hervé Fischer, qui sera un plaisir même de dédicacer son livre. Vous voyez, donc, vous n'oubliez pas, ceux d'entre vous qui ont 3 sous là, dans la poche, de lui acheter son livre. Après et celui de Michel aussi. Bon, moi, le mien, c'est pas important. Il les signera. Et c'est important, quand les artistes sont pauvres, donc il faut penser à eux, qui ramassent un peu pour s'acheter des clopes, c'est pas ça? Non, des pinceaux. Allez, alors, moi, mon obsession, chacun a la sienne, obsession théorique, j'entends, donc, tout ce qu'il y a de plus correct dans mes obsessions, c'est la postmodernité. Il faut m'en excuser, mais après tout, aussi, tu rentres là-dedans. Donc je vais vous dire 2 ou 3 petites banalités, comme toujours en 3 points, sur le numérique, sur le qualitatif, et puis cette chose qui me semble en accord avec ce que développe Hervé Fischer, c'est-à-dire dans le fond la diffraction de l'art, qui n'est plus simplement monopolisé dans des lieux spécifiques, muséographie, qui est là typiquement moderne, le bourgeoisisme, mais au contraire, cette espèce de capillarisation de l'art dans la vie quotidienne. Alors sur le numérique, en effet, nous avions fait ce débat ensemble, mais d'une manière beaucoup plus générale, je vous rappelle que ce qu'était justement la technologie dans son moment fondateur, et les bons sociologues, eux, comme Max Weber, l'avaient bien montré, c'était dans le fond ce désenchantement du monde. Et Weber montre bien dans le fond, et Sartre, à sa manière, a repris cette idée-là, c'est-à-dire comment la rationalisation généralisée de l'existence et la technique, en quelque sorte, avaient participé de l'isolement. Si je reprends là encore un oxymore, une grégaire solitude.
Et Sartre s'en était inspiré d'ailleurs pour parler d'un mot que personne ici ne sait, j'en suis sûr, mais qui est la sérialité. D'ailleurs, dans le fond, cette espèce de séparation qui était la conséquence, en quelque sorte, de ce rationalisme moderne. Or, ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans ce débat, ce qu'au sein du CEAC, on a largement développé, c'est que justement, au contraire, curieusement, la technique réenchante le monde. Vous savez peut-être, et vous le savez certainement mieux que moi, que l'essentiel du trafic d'Internet n'a rien de fonctionnel, ou en tout cas, pour une bonne part, n'est pas fonctionnel et à coup sûr n'est pas simplement utilitaire ou utilitariste, ou ustensilaire, etc. Donc, voilà le premier point sur lequel il y a un petit peu d'accord et sur lequel on avait discuté, et qui montre bien en quelque sorte comment cette technologie, le numérique, la cyberculture sous ses diverses modulations, a quelque chose d'artistique. Voilà, mon premier point. Le deuxième point, là encore c'est un de mes dadas, et j'insiste bien là-dessus, comment dire cela, enfin le qualitatif de l'existence. Et moi j'ai essayé souvent de montrer dans mes divers livres comment de plus en plus, pour reprendre un lieu commun, mais il faut reprendre ces lieux communs un peu nietzschéens, faire de sa vie une œuvre d'art. C'est-à-dire là encore, non pas simplement mis à l'écart dans des endroits spécifiques, mais comment, de diverses manières, et là encore au niveau de la vie quotidienne, il y a cette espèce de diffraction. Et le qualitatif me paraît être un des éléments. Je rappelle d'ailleurs, ne plus perdre sa vie à la gagner, que voilà ce qu'était à bien des égards une belle intuition, peu appréciée, ou en tout cas peu repris en compte dans le monde académique, qui était cette intuition de Georges Bataille, la dépense. Et cette dépense bataillenne, sous ses diverses modulations, là encore, quelque chose auquel on ne fait pas plus forcément référence à cette œuvre, à toute l'œuvre bataillenne, mais qui, un peu comme tout ce qui est la pensée nietzschéenne, s'est capillarisé, s'est répandu subrepticement avec un nombre de jeunes générations, sans forcément faire référence, bien sûr, à Bataille ou a fortiori à Nietzsche, vivent quelque chose de cet ordre. Ce qui rejoint dans le fond, et pour moi c'est un des leitmotifs de la postmodernité, ce qui rejoint ce qui est dans le fond une espèce de sagesse populaire qui perd gagne. Et là encore on a une dimension qui est à mon sens une dimension artistique. Cela est représenté, si on cherche une figure emblématique, moi c'est mon petit dieu chéri, Dionysos, dieu de l'orgie, dieu du plaisir d'être, dieu du plus-être sous ses diverses modulations, et je pense que c'est la figure emblématique, bien sûr, contre la simple dimension apollinaire. Voilà mon deuxième point. Et le troisième point, pour le dire en termes simples, je dis bien, sans qu'il y ait forcément ni conscientisation, ni verbalisation. Dans ces moments intermédiaires, on arrive difficilement, c'est vécu plus que pensé. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de conscientisation, et a fortiori on n'a pas les mots pour le dire, mais encore d'une manière subreptice, diffraction, encore une fois, de cette dimension artistique, etc. Alors puisque nous mettons, vous le savez, ces rendez-vous sous les gides de mon maître Gilbert Durand, il y avait un petit mot qu'il utilise et qui est un terme fort instructif. Il parle du mésocosme, ce qui serait au milieu entre le micro et le macro. Le micro individuel, ce que tout un chacun de nous est, et le macro. Alors bien sûr le mésocosme pour lui c'était l'image, mais moi j'élargirai le problème en montrant comment justement là encore subrepticement il y a l'art comme mésocosme. On voit quelque chose qui n'est pas simplement réduit dans des lieux spécifiques, mais en tout cas qui était réservé à l'art, mais qui, et je redis ces mots, diffraction, capillarisation ou mésocosme, si on veut avoir un mot un peu plus savant. Juste pour mémoire, quand en 1950, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelait le postmodernisme, avant ce que, par après, les philosophes comme Lyotard, Baudrillard ou moi-même avons repris à notre compte sous le thème de postmodernité, ce qu'était le postmodernisme en architecture et dans le design, c'était justement quelque chose qui était cette espèce de conjonction entre le fonctionnel et l'esthétique.
Oui, c'est-à-dire, là encore, un contradictoriel, hein, des éléments qui étaient apparemment totalement séparés, ils arrivaient à se conjoindre. Eh bien, je trouve que, là encore, on a dans cette diffraction de l'art quelque chose qui peut, dont, si on cherche les racines, c'est dans ce postmodernisme, hein, sous ces diverses modulations que je viens de dire. Alors, chacun a sa petite sonate de Vinteuil, vous savez, proustienne. La mienne, je vais quand même vous la dire, c'est-à-dire, là encore, mon obsession, c'est ce que j'avais formulé il y a une trentaine d'années en rappelant ce que j'appelais l'éthique de l'esthétique. C'est-à-dire, non pas simplement ce qui est de l'ordre de la morale et du politique, maintenant on emploie le mot éthique et morale l'un pour l'autre, non, il peut y avoir un immoralisme éthique, c'est-à-dire une attitude qui fait que tout à la fois on est immoraux par rapport à la morale établie, et éthique dans le sens simple du terme, c'est-à-dire un lien, un ciment qui va se vivre sur l'aesthésis, sur l'esthétique, c'est-à-dire le fait de vibrer ensemble, le fait d'éprouver des passions, des émotions. C'était ça, l'esthétique, l'aesthésis, en son sens étymologique, chez les Grecs, et ce n'est qu'au XIXe siècle, Kant, pour ne pas le nommer, qu'on va appeler esthétique, l'objet sur lequel se portait l'émotion. Le tableau, la sculpture, le temple, etc. Moi, quand je dis éthique de l'esthétique, c'est aesthésis, où on va vibrer ensemble, hein, expression, on va s'éclater, passion, émotion, etc. Et là encore, tu nous en diras, je pense, quelque chose. L'œuvre d'Hervé Fischer, il y a fort longtemps, sur les performances, et ce qu'il continue à faire, serait pour moi, justement, une espèce d'incarnation de cette esthétique, telle que je viens de le dire dans ces 3 points. C'est la mutation postmoderne. Voilà. On a peur en France de le dire. C'est la mutation, c'est la métamorphose. Je vais vous donner le mot grec qui me plaît. Anastasia. Anastasie. Anastasie, c'est l'éveil, dans le fond. C'est la résurrection, si on le dit à la manière chrétienne, mais c'est le réveil sociétal. Et je pense qu'il y a dans cette diffraction, une forme, dans cette diffraction de l'art, de l'esthétique, quelque chose qui est de l'ordre de ce réveil sociétal. Et dans le fond, je salue la directrice de la Fondation Ricard, puisque Ricard, ici, qui nous offre à boire tout à l'heure, vous en souvenez, n'est-ce pas? Voilà ce qui est là. Si, on va raccourcir pour aller voir ensemble. On va raccourcir drastiquement. C'est quelque chose qui est justement la performance, encore une fois, de l'art vécu au quotidien. Vous savez, hein, je le dis, mes étudiants le savent bien, Colette, vous ne le savez pas, ça j'en suis sûr, qu'en grec, symposium, c'est boire du vin ensemble. Bon, allez, alors je termine. Est-ce que ces banalités te conviennent? Absolument. Alors dis-nous quelque chose, même. Ça 10 minutes. D'abord, te remercier de cette invitation. Mais non, c'est pas moi, c'est les collègues. Remercier la directrice qui nous fait l'honneur d'être là. Et puis je suis content qu'entre-temps, les métros ayant un peu de retard ce soir, vous êtes tous arrivés. Et ça me fait très plaisir d'être avec vous deux ce soir pour cette petite causerie. Effectivement, je le souligne parce que notre professeur à la Sorbonne émérite revient du Québec où il donnait des conférences, il est arrivé hier, et moi j'y repars dans 2 jours, et on se croise ici, un regard croisé, comme dit ce livre qu'on a fait ensemble, qui est vraiment un petit miracle sur la planète Terre. Maintenant, je descends la sociologie, mais pas la sociologie, je suis pas mal du même côté que Michel, pas la sociologie actuelle dont le S s'écrit comme un dollar avec une barre verticale dedans et qui est essentiellement tournée vers l'analyse de marketing de l'électorat politique. Je suis de la vieille école de la sociologie, une sociologie de l'imaginaire, une sociologie de la connaissance, une sociologie qui est une démarche d'interrogation sur le monde actuel. Un de mes maîtres, évidemment, c'est Durkheim, et je veux dire par là que quand Durkheim analyse le suicide, qui est un acte individuel et apparemment irrationnel, et en déduit une sorte de loi de la société sur le problème de la solidarité mécanique par rapport à la solidarité organique, et conclut que quand il y a solidarité organique, il y a moins de suicides, je dirais qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, il est manifeste que malgré les réseaux sociaux, nous avons une solidarité mécanique. Et que cette solidarité mécanique, elle repose sur une logique qui pour moi est extrêmement questionnable, qui est la logique de l'argent. Il y a une mécanique de l'argent,
du commerce, de la spéculation, qui régit aujourd'hui les rapports sociaux. Et nous sommes vraiment à ce moment-là dans une société de masse atomisée qui exclut de plus en plus la notion de solidarité organique. Donc c'est pour moi très important de revenir à cette sociologie-là, c'est celle que je pratique. Il me semble que la sociologie a une fonction d'interrogation sur la société. C'est pour cela que dans les années 70, j'avais créé à Paris une école sociologique interrogative. Je suis resté très attaché à cette idée de questionner la société, de questionner les membres de la société sur leur rapport à la société, qui souvent est homothétique avec leur rapport au monde, avec l'image du monde. Alors aujourd'hui, cette fragmentation de la société dans des masses atomisées permet évidemment au pouvoir, aux technostructures économiques et capitalistes de régner d'une façon extrêmement puissante. Et ça me pose question en tant que citoyen, en tant que sociologue et en tant qu'artiste. Alors, en tant que sociologue, je reste attaché à ce que j'avais effectivement créé au début des années 70, un art sociologique, c'est-à-dire un art qui questionne les rapports entre art et société, avec cette idée par exemple que l'art a été au service du pouvoir et des mythes qui soutiennent le pouvoir, au service de la magie au début, et c'est encore vrai dans une bonne démarche, une partie de la démarche artistique, dans les arts premiers c'est évident, un art qui sert la collectivité et qui sert finalement le chef de la magie, le chaman, le sorcier, bon. Et un art qui était étroitement lié à la structure et à l'idéologie sociale des sociétés premières. On l'a vu ensuite évoluer au service des chefs de guerre, des dictateurs, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin à cet égard, les histoires sont nombreuses, depuis Alexandre et tant d'autres, jusqu'à Hitler, artiste génial raté, pas génial en art, mais génial dans le maléfice, et qui a développé cette notion d'art dégénéré. Donc lui n'avait pas perdu la notion de rapport art et société, il voulait même, il pillait les musées, il pillait les collectionneurs juifs pour se faire son grand musée à sa gloire. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre étape. Entre-temps, pardonnez-moi, j'ai oublié une étape majeure, c'est l'art au service de la religion, au service de Dieu, au service de l'Église, au service du pape, avec tous les chefs-d'œuvre qui ont pu être développés en Italie à l'époque de la Renaissance, au Moyen-Âge avant d'une façon systématique. Cette notion-là de l'art lié au pouvoir a été majeure. Et aujourd'hui, elle est encore majeure, puisqu'au fond, aujourd'hui, le pouvoir dominant, c'est le capitalisme. C'est le mythe fondateur de la créativité contemporaine, de la société, du monde à venir qu'on crée avec le génie financier. Un grand capitaliste tient à démontrer qu'il est un grand artiste, légitimement avec l'art, avec des magnifiques fondations Vuitton et autres, son mausolée futur qui montre qu'il a été un grand capitaliste avec l'esprit ouvert et généreux, et un grand collectionneur qui a fait vivre des artistes. Donc, je ne veux pas du tout démoniser ni le capitalisme, c'est le moins pire des systèmes, à mon avis, à date, et Dieu sait s'il n'est pas défendable à tous égards, ni les collectionneurs qui ont transformé l'art en produit financier. Mais aujourd'hui, il est clair, et ce petit livre Market Art le dit, c'est que si je parle de market art, c'est parce qu'il n'y a plus aujourd'hui un mouvement artistique qui s'impose, comme ça a été le cas précédemment avec tant d'écoles, l'impressionnisme, le cubisme, le futurisme, l'art abstrait, le surréalisme, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus un mouvement que nous distinguons comme tel, il y a une absence de mouvement, et c'est par défaut que je parle de market art, parce qu'aujourd'hui c'est finalement quand même ce qui lie les grands artistes contemporains, c'est qu'ils sont tous liés à des grands collectionneurs qui spéculent sur leur œuvre, qui spéculent sur je peux dire la bourse de l'art qui se joue dans les ventes aux enchères dans 7 ou 8 grandes places mondiales, aussi bien à Hong Kong qu'à New York ou qu'en Europe. Alors cette notion de l'art aujourd'hui pris dans une sorte de toxicité financière et spéculative m'interroge. Je le constate,
je me réjouis d'autre part que les œuvres de Gauguin ou de Van Gogh valent aujourd'hui 200 ou 300 millions. C'est quand même un bel hommage que le capitalisme rend à l'art, et il faut vraiment le souligner. Jamais l'art n'a valu autant d'argent, et cet hommage-là est très important dans la logique capitaliste. Mais il y a des collectionneurs qui font un travail extraordinaire pour faire vivre les artistes. Ce sont des collectionneurs qui n'achètent pas pour revendre sur une base spéculative. Ils achètent parce qu'ils veulent garder ces œuvres. Les grands collectionneurs d'autrefois faisaient éventuellement un commerce pour pouvoir acheter des nouveaux artistes, mais dans l'ensemble, ils achetaient pour conserver et après ils donnaient leur collection à un musée, à l'État, d'une manière de toute façon tout à fait satisfaisante, puisque l'art revenait au grand public. Mais aujourd'hui, je ne citerai personne, mais il y a plusieurs noms qui viennent immédiatement à l'esprit. Aujourd'hui, vous avez des collectionneurs qui achètent pour déposer un chef-d'œuvre de Modigliani à Panama, ou pas à Panama c'est les avocats, dans un port franc, pour garantir leurs emprunts bancaires avec un taux d'intérêt réduit, ou bien pour du blanchiment d'argent, ou bien pour de l'évasion fiscale, ou bien pour échapper à un partage de divorce. C'est particulièrement courant chez nos amis russes. Donc, c'est des situations que je décris dans ce livre d'une façon que j'espère le plus objective possible, mais par rapport à laquelle je prends position d'opposition pour dire je n'accepte pas que l'art soit devenu un produit financier de spéculation. Et je reviens à ma pratique d'art sociologique, qui consiste d'abord à faire cette analyse, à poser la question, et puis à tenter de ramener l'art vers son questionnement sociologique de valeurs philosophiques sur le rapport que nous avons à l'autre, à nous-mêmes, au monde, aux valeurs, aux engagements actuels. Quand Michel parle du rapport de l'éthique à l'esthétique, je suis de la génération suivante. Non, je suis de la précédente. Donc j'ai un petit écart, c'est normal. Et donc, pour moi, cette notion d'éthique est très importante, en ce sens que nous vivons aujourd'hui dans une société mondialisée, de plus en plus inquiétante au niveau de ses excès. Il y en a toujours eu, naturellement. On a la chance de ne pas être dans une troisième guerre mondiale, mais il y a dans cette société une violence, il y a une exploitation, il y a un cynisme qui sont dévastateurs. Heureusement, il n'y a pas que ça. Mais il y a cela. Et il me semble que l'artiste que j'appelle un peu artiste philosophe, s'il a une conscience de cela, il est assez normal qu'il fasse un art engagé par rapport à ces questions. C'est-à-dire un art où l'éthique devient déterminante de la production artistique, devient déterminante de l'esthétique. Autrement dit, pour moi, l'éthique dans l'art actuel devient plus importante que l'esthétique. Il y a beaucoup plus à dire au niveau de l'éthique qu'au niveau de l'esthétique, où beaucoup de schémas ont déjà été parcourus et où l'invention, comme c'était au moment de l'avant-gardisme dans les années 70, d'inventer une nouvelle idée, une nouvelle niche, un nouveau style, un nouveau thème, est une chose qui est un peu obsolète aujourd'hui. Et en revanche, l'actualité de l'éthique me paraît fondamentale. Alors, dans ce domaine-là, il y a une tradition, si je puis dire, de l'art sociologique depuis les années 70 que je poursuis actuellement, qui me conduit à des démarches de cet ordre et puis à des dialogues croisés avec des personnalités comme Michel. Je signale que ce livre-là, tu pourrais le signer avec moi tout à l'heure aussi. Ça donnera plus de valeur au livre. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a effectivement une tension entre Michel Maffezoli et moi-même, dans la mesure où il défend une position de la postmodernité que je suis obligé de partager avec lui à un certain égard, qui est celui du temps présent. Nous vivons dans une sorte aujourd'hui d'immédiateté évidente, on n'ose même plus prédire l'avenir, on n'ose même plus croire qu'on peut construire l'avenir. Donc ce temps vertical, qui est le temps de la postmodernité, où il y a une communication en temps réel à travers les réseaux sociaux,
entre les individus qui projettent leurs valeurs sur Facebook. Facebook est manifestement un réseau social postmoderne. Je ne peux pas le nier. Et je le constate comme quelque chose de très important, mais je déteste Facebook. On peut le constater et puis considérer qu'il y a là une manipulation, de l'utilisation des amis. Quand je vois un jeune qui est très fier d'avoir 21 millions d'amis sur le site de Twitter de Coca-Cola, de Facebook de Coca-Cola, je pense que cette amitié-là ne mérite pas vraiment le mot qu'on emploie. Et donc je ne vais pas m'embarquer dans une critique de Facebook sur laquelle il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on peut faire, mais ce que je veux juste dire dans mes 10 minutes qui s'achèvent, c'est qu'il y a incontestablement des aspects postmodernes aujourd'hui. Sauf que, et c'est là-dessus que je vais continuer, je ne suis pas d'accord avec l'idée de Michel qu'on bricole sa vie comme on peut dans ce présentéisme. Je ne suis pas contre Dionysos, mais je suis plus du côté de Prométhée et de Sisyphe. C'est-à-dire, puisque tu aimes bien les Grecs, Sisyphe, c'est le résilient, le persévérant, qui croit au progrès malgré tout, qui remet chaque matin sur son épaule le mal de l'humanité et qui essaye de réescalader la montagne. Et pour moi, la montagne, pour rester dans les mythes, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire, c'est le mythe biblique qui était la condamnation de l'arrogance des êtres humains qui voulaient se rapprocher de Dieu et faire la compétition avec Dieu. Pour moi, je réinterprète, je ne sais pas si Michel Durand aurait été d'accord, mais je réinterprète le mythe de la tour de Babel d'une manière très positive. Pour moi, c'est le mythe emblématique de la société de l'information. Et deuxièmement, c'est le mythe qui célèbre la diversité culturelle et linguistique. Donc, pour moi, Sisyphe remonte chaque matin pour escalader la tour de Babel. Et pour moi, c'est une image emblématique du travail que j'essaye de faire. Alors, je m'arrêterai naturellement dans les hauteurs ou à mi-hauteur de la tour de Babel, puisque mon temps est passé. Et puis on va laisser la parole voilà. à Patrick. Moi, quand j'avais, il y a longtemps, chez le regretté Georges Bollandier, fait un de mes premiers articles sur la mafia. Et c'est là que je montrais que c'était un immoralisme éthique, la mafia. C'est-à-dire, dans le fond, immoraux par rapport à la morale établie, mais éthique dans le sens où ça faisait ciment. Moi, il me paraît qu'il y a quand même sur Internet, qu'il y a dans cet art au quotidien quelque chose qui fait ciment. Mais je suis un immoraliste. Ouais, c'est pour ça qu'on t'aime. Pour ça qu'on t'aime. Non, mais t'es un ringard gentil, toi. Bon, écoute. Alors, Patrick, tu as des choses à dire. Non, mais il est un peu ringard, c'est sympathique. À propos, je pense qu'entre l'art et l'argent, il y a toujours eu une alliance très très forte. Exact. Et même dans les avant-gardes qui se battaient contre le fait que l'art puisse devenir une marchandise. Je vous rappelle que André Breton était associé avec Jacques Doucet pour acheter des tableaux, les revendre, etc. Et récemment, j'ai eu la surprise de lire dans un livre très iconoclaste d'Apostolides sur Debord, le fait que Debord passait une partie de son temps à essayer de spéculer sur les œuvres de Pino Galizio, en essayant d'entuber chaque fois qu'il le pouvait, d'arnaquer, etc. Il était très désolé de ne pas rentrer dans ses fonds. Donc, il y a une phrase de Lukács qui est très intéressante, une expression, la capitalisation de l'esprit. Et je pense que c'est le propre de tous les domaines où ce qui a une puissance immatérielle va acquérir une valeur marchande. Ça, on ne peut pas y échapper. Les avant-gardes n'y ont pas échappé. Ce qui s'est passé dans la religion, vous l'avez dit, l'alliance avec le pouvoir, c'était aussi l'alliance avec le pouvoir économique. Alors, il y a une chose que je trouve... je n'ai pas lu effectivement l'ensemble des ouvrages auxquels vous faites allusion, et hélas, pas celui... pas celui-là, t'as pas lu celui-là? Je vais le voir sous le sou. Je pense qu'il y a quand même une chose qui est assez intéressante, c'est que il y a quand même une subversion dans le domaine de l'art, qui n'est pas simplement, qui n'est pas dans son rapport à l'argent,
c'est dans un rapport qui va au-delà, sans doute, de la valeur marchande. On va parler tout à l'heure de l'éthique de l'esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui acquiert une œuvre d'art et qui veut spéculer, spécule quelquefois contre lui-même. C'est-à-dire que, bon, finalement, il va acquérir quelque chose à un moment donné sur un marché de l'art, on en a parlé, et finalement, ce qu'il va acquérir va prendre une valeur très supérieure, sentimentalement, etc. Et je vais vous en donner un exemple, c'est la récupération des œuvres qui ont été spoliées. On s'aperçoit que des gens à qui on a confisqué des œuvres dans les guerres, etc. Vous avez parlé tout à l'heure des nazis qui volaient les œuvres, etc. Les individus qui récupèrent leurs œuvres ne veulent plus les revendre, même au-delà de leur valeur sur le marché économique. Et là, je pense que c'est quelque chose de très, très, très intéressant, parce que ça montre que la valeur de l'art est transhistorique. Elle va beaucoup plus loin lorsqu'elle revient à un moment donné dans quelque chose qui est l'émotionnel. Je ne vais pas revenir à ce que Michel a dit sur Nietzsche, etc. Et qui fait que la personne qui est confrontée à une œuvre d'art va lui donner, à un moment donné, dans certaines circonstances, même s'il n'est pas propriétaire de cette œuvre, une valeur qui dépasse de très 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 loin sa valeur d'équivalence marchande. Et ça, je pense que ça remet en cause toutes les théories de la modernité sur l'art, celle d'Adorno sur la valeur d'exposition par exemple. Ça remet aussi en question le rapport entre l'art et l'argent. Je ne pense pas que ça se passe dans un... Je n'ai pas lu, excusez-moi, le livre. Je ne pense pas que ça se passe dans un rapport de force aussi limité que ça. Donc finalement, il y a peut-être des échappées. Et probablement, on a parlé cet après-midi dans une thèse de la postmodernité, moi j'ai appelé l'expression de transmodernité, pour dire que finalement il y a des échappées qui se mettent en place, qui valent d'ailleurs aussi bien pour l'art, pour la musique, les manuscrits, tout ce que vous voudrez, tout ce qui fait qu'une production qui est de l'ordre de la création, et là je reprends un thème qui est cher à Michel, qui est l'opposition entre créativité et travail, qui fait que ce qui serait de l'ordre de la créativité jamais ne se résumera à la forme de l'équivalence marchande du travail. Parce qu'il y aura toujours une part, la part des gens, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui échappera. Et c'est peut-être de ce côté-là que se passe quelque chose dans le domaine de la... Et c'est pour ça que l'on peut, à mon avis, opposer le domaine de la créativité et de la création à ce qui est de l'ordre du travail, etc. Finalement, vous l'avez très bien dit, ce qui a enquisté l'art, c'est le fait que ce soit créé au XIXe siècle un marché de l'art. C'est-à-dire que l'artiste est passé du mécène au marchand, ce que Baudelaire et Benjamin ont bien montré, et ce qui est peut-être aujourd'hui en train de prendre une autre forme. Je pense au street art, au fait que des individus vont peindre sur des murs, etc. On ne sait pas à qui appartient le mur. Est-ce que c'est celui qui a peint dessus ou celui qui est des propriétaires, etc. Donc, quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà ce que je voulais dire. Je te remercie. Ce qui est sûr, pour rester dans une expression qu'utilise notre vieil ami Karl Marx, notre ancêtre commun. Il dit toujours que ce qui est réel arrive toujours post festum, après coup. Et c'est vrai que la spéculation dont tu parles, par exemple les 200 millions de... Qu'est-ce que tu as dit? Gauguin ou Van Gogh, ou tant d'autres. C'est toujours post festum, c'est-à-dire que la créativité, elle est là, en présent, tu vois, alors que bien sûr qu'après coup, il puisse y avoir cette forme de récupération, de marchandisation et tutti quanti, ça c'est certain. Mais dans le moment, ce fameux présentéisme, il y a plutôt, comme le soulignait Patrick, et moi c'est une idée qui m'est chère, une créativité. Et d'ailleurs, ce que moi je comprends de ton travail,
Et c'est en ce sens que tout à l'heure j'ai ironisé sur le mot sociologue, mais bon, comme ça c'est parce que je suis un vieux coquin. Mais sociopathe, quand tu dis sociologue, tu dis sociopathe. Maintenant, quand un journaliste me présente comme sociologue, je dis arrêtez, par pitié, ne m'insultez pas. Mais par contre, ce que j'entends de toi et ce que je comprends de ton œuvre, c'est bien d'être ce qui me paraissait être la dimension dynamique de la sociologie, d'être un renifleur social. Oui. Et c'est ça un peu ce que j'ai entendu de tout. Renifleur, interrogateur, oui, philosophiquement. non, bien sûr, Oui, c'est une belle idée. D'ailleurs, c'est Blanchot qui dit la réponse est le malheur de la question. Voilà. Et donc, de fait, on a resté dans cette interrogation, etc.